Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de notre série sur le stockage alimentaire à une échelle territoriale. Dans le dernier épisode, donc l'épisode 2, on avait eu la chance d'avoir Monsieur le maire du Breil-sur-Roya, pardon, qui nous avait qui avait pu témoigner de son expérience de crise au moment de la tempête Alex, qui avait un peu challengé le territoire et la façon dont on s'approvisionne en temps de crise, on l'avait vu aussi avec lui, finalement, des solutions qui ont été assez vite trouvées, et justement tout un enjeu autour de la logistique et de la gestion de la solidarité en temps de crise. Aujourd'hui, on vous propose un autre témoignage, un peu plus dézoomé, avec Ripsime Torossian, qui va se présenter et qui se présentera bien mieux que ce que je peux le faire. Et du coup, Ripsime, si tu peux déjà nous dire qui tu es, d'où tu parles aujourd'hui sur ces sujets qui lient crise, alimentation, gestion de crise. Voilà. Alors, il va falloir mettre le micro. Bonjour, je suis Ripsime Torossian. Je suis la présidente de Toros Conseil, qui est un cabinet de conseil qui accompagne des projets entièrement en fait dédiés à des questions de résilience, de gestion de risque, de gestion de crise. Et je travaille particulièrement avec le monde associatif, un monde que je connais bien, puisque pendant plus d'une quinzaine d'années, j'ai travaillé à la Croix-Rouge française, où j'ai entre autres dirigé des projets de recherche et développement et innovation dans le domaine de la préparation des populations aux risques majeurs dans un premier temps, puis aux risques majeurs dans un contexte de changement climatique. Et par la suite, en fait, j'ai développé cette expertise avec d'autres acteurs, aussi bien associatifs que territoriaux. Et donc, j'ai eu également la très grande chance de participer à un projet pendant quasiment 3 ans qui s'appelle Atlas 2 qui était dédié à la réflexion et à la proposition de sensibilisation des populations, des territoires, mais aussi en fait de l'État sur en fait la nécessité de relocaliser l'alimentation et de construire une résilience alimentaire territoriale en cas de crise. Qu'est-ce qui se passe en fait et comment on se prépare, comment on prépare un territoire, une population à ces éventualités. C'est un très très beau projet qui moi m'a permis justement d'explorer le champ de la préparation des populations en intégrant en fait la dimension de la résilience alimentaire qui dépasse le simple fait de dire aux gens prévoyez quelque chose pour 24 heures au cas où il n'y aurait plus d'eau, au cas où vous n'auriez plus accès à des supermarchés. Donc, cette question de la préparation des populations aux crises sur le volet alimentaire, c'est quelque chose qui est assez récent dans la façon dont tu as construit ton parcours finalement. Oui, et non seulement dans la manière dont j'ai construit mon parcours, mais aussi pour des raisons tout à fait personnelles, puisque moi-même, en fait, j'ai expérimenté dans ma vie des phénomènes tels que le rationnement, la perturbation des approvisionnements et aussi la nécessité de travailler sur un stockage saisonnier, on va dire, dans ma propre vie. Et donc, ce sont des sujets qui m'ont immédiatement parlé parce que ça renvoie aussi à une expérience personnelle et aussi peut-être à cette capacité d'envisager des possibilités dans un monde dans lequel finalement rien ne nous laisse imaginer que il pourrait y avoir de vraies ruptures. Même le Covid, pendant lequel on a craint le pire, finalement, en fait, on a quand même été approvisionné, en tout cas partout, il y avait de la distribution. Il y avait, quand je dis quand je dis distribution, ça veut dire des magasins, des stands de vente, etc. L'approvisionnement a tenu. Donc,
qu'est-ce qui nous laisse en fait finalement envisager réellement cette possibilité de rupture ou d'indisponibilité et justement la nécessité de se préparer à la fois sur le plan, on va dire, logistique, mais aussi sur le plan mental, de fonctionnement, etc., etc. Donc là, tu nous dis que sur le volet alimentaire, il y a des enjeux spécifiques à la préparation des populations, notamment la question de la prise de conscience des citoyens du risque de rupture alimentaire. Est-ce que tu vois d'autres spécificités vraiment sur le fait de travailler sur l'alimentation par rapport à d'autres sujets? Je pense par exemple à l'eau, sur la question de la préparation des populations. Quelle est la spécificité vraiment de ce domaine alimentaire, selon toi? Bah, premièrement, on n'aborde pas le domaine alimentaire, justement. Mm. Mm. Et c'est un peu la question. Alors, évidemment, je ne suis pas une spécialiste de l'agriculture, de la production alimentaire, de la distribution. Donc, ce que je vais dire là est en fait une réflexion, une hypothèse aussi, hein, donc à prendre pour ce que c'est. De mon point de vue, en réfléchissant justement à notre entretien d'aujourd'hui, finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas de lien entre euh, qu'est-ce que ça veut dire se nourrir, comment est-ce que la nourriture est produite, comment est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est produite, comment j'y ai accès, c'est quoi me nourrir, et en fonction de ça, de quoi je vais avoir besoin s'il n'y a plus d'approvisionnement. Et le de quoi je vais avoir besoin est aussi en lien avec ma capacité justement à transformer les matières premières. Je vais m'expliquer, hein. Euh, Moi, quand je veux du poulet, je vais dans un supermarché, j'achète le poulet, je reviens, j'ai de quoi cuire le poulet, je le cuis, je le mange, j'ai même de quoi le conserver, j'ai un frigo, etc. Donc c'est toute une chaîne qui fonctionne déjà sans que moi je sache comment ce poulet a été élevé ou combien de kilomètres il a parcouru pour arriver jusqu'à moi. Tout ça déjà n'est même pas dans l'équation. Voilà. Et moi-même, bon, bah, bien que je m'intéresse à mon alimentation, bon, bah, est-ce que vraiment je connais parfaitement mes besoins alimentaires, nutritionnels? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, on va demander en fait aux gens de faire des stocks. On va leur dire, bah, stocker de la nourriture au cas où vous aurez besoin, puisqu'il peut y avoir une catastrophe, une rupture des approvisionnements pour des raisons très variées. Et donc, il faut avoir chez soi, en tout cas, c'est ce qu'on disait jusqu'à récemment, on disait bah, pour 72 heures. Parce que on se dit que ça ne peut pas dépasser 72 heures, parce qu'au bout de 72 heures, il y aura forcément quelqu'un qui viendra nous approvisionner. Et puis, les choses seront déjà prises en charge. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, les conseils qu'on donne aux gens, c'est qu'on dit, bah, la préparation, c'est pour tenir jusqu'à ce que les secours arrivent, jusqu'à ce que. Et ça, c'est une vision dans un monde dans lequel, en fait, bah, tout est toujours accessible quand même. Et puis, on dit aussi aux gens progressivement dans le temps, hein, on se rend compte que finalement, bah, s'il y a rupture d'approvisionnement, s'il y a catastrophe et qu'il n'y a plus d'électricité, par exemple, aujourd'hui, en tout cas en France, beaucoup de gens ont des plaques électriques, hein, pour cuire leurs aliments. Mais s'il n'y a plus d'électricité, comment je fais? Dans une ville où, en fait, on vit en appartement et on est tous à l'électrique, comment on fait pour cuire nos aliments? Puis, juste derrière, c'est comment on fait aussi pour les garder, pour les stocker, enfin pardon, pour les réfrigérer. Il n'y a plus d'électricité, donc ça veut dire que je n'ai plus de réfrigérateur. En fonction de la saison, ben, ça peut être plus ou moins compliqué. Et ainsi de suite. Donc finalement, bah, petit à petit, on comprend que en fait, faire des stocks alimentaires, même pour 72 heures, eh bien, il faut les réfléchir en fonction d'une situation de départ. Voilà. Dans quelle situation je suis? Et puis, est-ce que j'ai de la place pour les stocker? Est-ce que j'ai aussi les moyens d'acheter de la nourriture à stocker?
Donc voilà, et tout ça fait que finalement le stockage alimentaire, bah, même pour 72 heures, ça se réfléchit. Ça se réfléchit, ça se décide. Et puis est-ce que je suis seule? Est-ce qu'on est deux? Est-ce qu'on est cinq? Est-ce qu'on est plus? Est-ce que je suis une personne à mobilité réduite, voilà, qui a besoin d'aide pour s'approvisionner? Tout ça, ce sont des paramètres finalement qu'il faut prendre en compte dans la préparation à une situation exceptionnelle, qui peut être courte, mais qui peut être aussi beaucoup plus longue. Et j'ai particulièrement en fait apprécié l'intervention du maire de, de Breuil, qui disait effectivement que bah, voilà, il y a toute une préparation à faire, y compris par exemple logistique. Lui, il parlait d'un territoire, mais pour les individus, il en va de même. Voilà, j'habite une toute petite surface, on me demande de stocker de la nourriture et j'écoutais une émission de radio qui parlait en fait des effets de la guerre en Ukraine. C'était déjà il y a quelques années, malheureusement, donc sur justement les approvisionnements, le prix des matières, des matières premières et de l'accès à l'alimentation. Et il utilisait une expression qui disait passer de la France des frigos à la France des placards, revenir plutôt à la France des placards, donc la France qui a eu une culture peut-être du stockage plus grand dans le passé et qui aujourd'hui en fait euh, est une distribution en flux tendu, mais aussi une consommation en flux tendu. Et donc comment on se prépare en fait à faire du stockage dans ces conditions? Justement, Ripsime, il me semble que tu as participé à la mise en œuvre d'un livret avec l'association la FPCNT. Dans ce livret, il est question de stockage de la part des citoyens, mais il est aussi question d'une manière plus générale, comment est-ce qu'on se prépare à la crise et comment est-ce que on construit aussi ce stock, comment on le pense pour les autres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les intentions qu'il y avait derrière ce livret? Oui, alors ce livret d'abord a été réalisé justement avec tous les partenaires du projet donc Atlas 2. Et justement, l'idée était justement de pouvoir en fait transmettre le plus rapidement possible aux citoyens des choses qu'on a appris dans ce livret et comment est-ce qu'on peut justement sensibiliser les citoyens à ces sujets. Et on a d'ailleurs fait le même, un livret de cette même nature en fait pour les collectivités. Et ces outils, en fait, sont des outils qui viennent soutenir la compréhension des citoyens à tout ce qu'elles peuvent faire, enfin tout ce qu'ils, elles et ils peuvent faire pour se préparer. Et cette plaquette, en fait, a vocation à aider le citoyen avec un cheminement. C'est-à-dire, je suis chez moi et je suis préparée à faire face à une rupture d'approvisionnement alimentaire. Alors, est-ce que j'en ai conscience? Oui, non. Sinon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Quel type de denrées je peux stocker? Quel type d'aliments en fonction de ma situation? Comment est-ce que je fais, par exemple, si il y a une rupture d'électricité? Qu'est-ce que je devrais prévoir, pardon, et à quoi je devrais penser? Et puis, ça c'est individuel, c'est chez moi, pour moi-même, pour ma consommation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, et d'ailleurs le maire de Breuil en parlait aussi, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mes voisins, avec mon voisinage? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans ma commune? Ça veut dire, je suis à la fois euh, amenée à me poser des questions pour moi-même, mais je ne suis pas seule. J'ai un voisinage. Dans mon voisinage, je peux avoir des personnes vulnérables, des personnes que je connais ou que je ne connais pas encore, et à qui je pourrais aussi, en fait, proposer mon aide dans aussi bien la constitution de leur stock, si je veux m'engager, si je veux en fait m'engager sur ces sujets-là au niveau
de mon quartier ou de ma commune, en fait, et je peux aussi prendre contact, m'informer et puis voir si ma commune a mis des choses en place. Si je suis dans une commune dans laquelle il y a aussi des agriculteurs ou des maraîchers, je peux aussi me rapprocher d'eux. Donc, ça veut dire que la préparation euh, et le stockage, c'est en fait entreprendre un certain nombre de questionnements, se poser des questions. Et est-ce que déjà au départ, je me pose les bonnes questions? Et cette plaquette, en fait, permet, cet outil hein, qui est sous forme de plaquette, permet à chacun, à chacune d'entre nous, avant tout, de se poser les bonnes questions. Et justement, tu parles de poser des questions. On s'est déjà eu avant cet entretien, on en a déjà discuté. Justement, quand on te posait la question des risques de rupture en France métropolitaine, tu nous disais, bah, jusqu'ici, on a toujours réussi à faire avec ce qu'on avait. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement, sur peut-être même dézoomer de la France métropolitaine et peut-être de nous parler d'autres expériences que tu as pu observer ou dont tu as pu avoir écho aussi à l'international sur ces risques de rupture alimentaire, comment on peut envisager les choses et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, en France métropolitaine en tout cas, on est presque dans un impensé de la rupture qui nous coupe les vivres, en tout cas sur des petites périodes même. Bah, en fait, je vais dézoomer, mais en restant toujours en France, hein, les territoires d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer sont particulièrement exposés hein, aux risques majeurs, mais c'est aussi quasiment la totalité de nos territoires sont des territoires insulaires. Donc, ils sont extrêmement exposés et vulnérables aux approvisionnements. Déjà en temps normal, en fait, ce sont des territoires sur lesquels l'accès à la nourriture est déjà très coûteuse. Hein. On a vu plusieurs campagnes sur la vie chère. Et en fait, ce sont déjà des territoires qui sont approvisionnés de l'extérieur, donc pour beaucoup de denrées. Et donc, en cas de catastrophe, ce sont des territoires qui très rapidement, en fait, peuvent se retrouver dans une situation de tension alimentaire et qui peuvent nécessiter un approvisionnement. On l'a vu avec Chido, hein, avec des ponts maritimes, aériens qui vont approvisionner. Et donc, ça veut dire que déjà en temps normal, ce sont des territoires qui sont dans une forme en fait de dépendance par des approvisionnements et donc des territoires qui sont beaucoup plus vulnérables. Alors, moi, les questions que je me pose aujourd'hui, c'est effectivement le lien entre la disponibilité, les problèmes logistiques d'approvisionnement et l'accès. Ça veut dire que aujourd'hui, en fait, bah, un pays qui n'a pas les moyens, qui n'a pas de production suffisante et qui n'a pas les moyens d'acheter des denrées, bah, va avoir du mal à proposer en fait un accès à l'alimentation à sa population de manière, on va dire. euh, et donc, finalement, la question que moi je me pose, c'est comment on fait dans un monde dans lequel il y a à la fois en ce moment en tout cas, des conflits dans des pays qui sont aussi des pays producteurs, des, euh, des problèmes de production dus à des maladies par exemple, on voit bien, ou de sécheresse, par exemple, on voit avec l'huile d'olive, hein, qui a connu et qui connaît peut-être encore des problèmes. Je prends des exemples un petit peu décalés, hein. Et puis, imaginons une catastrophe dans laquelle, en fait, bah, les chaînes logistiques sont affectées et des catastrophes qui ne touchent pas qu'un territoire, mais qui peuvent toucher peut-être plusieurs territoires. Et puis là-dessus, on a aussi des catastrophes qui n'entraînent pas de rupture de la logistique, mais je pense par exemple au Pas-de-Calais qui est inondé 4 fois de suite sur des territoires dans lesquels il y a aussi de la production alimentaire et sur des terres sur lesquelles il n'y aura peut-être pas de production alimentaire cette année ou peut-être l'année prochaine, etc. Donc ça veut dire que, en fait, réfléchir à ces problèmes d'approvisionnement, c'est pas juste se dire, ben voilà, il y a la chaîne logistique, bon ben voilà, ben on fera quelque chose, on fera de l'aérien, etc. C'est aussi se dire, mais est-ce qu'il va y avoir, est-ce que ça va être disponible?
est-ce que on va être les seuls à faire la demande? Est-ce que? Et in fine, en fait, on se rend compte que eh ben, jusqu'à maintenant, on a tenu, parce que justement, la mondialisation nous permet aussi d'aller chercher voilà, des alimentations dans d'autres pays, ou des denrées plutôt que des alimentations, mais des denrées dans d'autres pays, etc. Si demain, par exemple, bah, la disponibilité se rétrécit, qu'on a en plus des catastrophes qui nous jouent des tours, ou des attaques, tout simplement, des cyberattaques qui nous jouent des tours sur comment dire, les chaînes logistiques, et ainsi de suite, eh ben, on va se retrouver dans une situation où potentiellement il y aura peut-être des stocks disponibles, mais ils seront très 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 chers. Il y aura peut-être des endroits auxquels on n'aura plus accès. Et puis, on se rend compte aussi que eh ben, les populations les plus vulnérables, notamment celles qui dépendent de l'aide alimentaire, eh ben, elles, qu'est-ce qu'on fera comment on demandera à ces personnes de faire des stocks alors que leurs stocks sont déjà en fait en flux tendu. Donc, je dis tout ça parce que d'une certaine manière, se préparer à la catastrophe, eh ben, c'est quand même aussi réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on est capable de faire sur le plan local. Donc, c'était le projet Atlas. Qu'est-ce que les collectivités, en fait, sont capables de faire aujourd'hui pour se préparer? Il y a déjà une ligne qui a été, en fait, ajoutée, une ligne, ou en tout cas une partie qui a été ajoutée au plan communal de sauvegarde, que toute commune qui a des risques doit mettre en place. Et il y a déjà, en fait, quelque chose euh, qui est, euh, qui est inscrit, et qui est une forme d'accompagnement à la réflexion, hein. Est-ce que vous avez pensé au stockage? Et puis, les acteurs qu'on pourrait mettre autour de la table pour réfléchir ensemble. Parce que, in fine, et puis là, on parle de collectivité, ben, il y a déjà bien une dizaine d'années, hein, où finalement, en fait, les collectivités locales ou les départements ben, ont commencé aussi, en fait, à intégrer déjà la grande distribution en cas de catastrophe, par exemple pour l'eau, ou pour de certaines denrées, pour que en fait la grande distribution bah, fasse la distribution, justement, parce que bah, le stockage, en fait, c'est quelque chose qui coûte cher, qui demande aussi un entretien, en particulier avec les denrées alimentaires qui sont périssables, y compris d'ailleurs l'eau en bouteille, hein, qui au bout d'un moment en fait est périmée. Donc ça veut dire que ça demande en fait une gestion quand même assez engageante. Et finalement, en fait, bah, il y a aussi ce système de contractualisation avec la grande distribution qui peut en fait bah, venir pallier la nécessité de prendre en charge une distribution et de mettre à disposition, évidemment, de manière, on va dire, payante, ben, un certain nombre de denrées. Donc ça veut dire que en fait, les gens ne nous ont pas attendus. Ils ont commencé à réfléchir il y a déjà longtemps. Ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont contractualisé. Maintenant, est-ce que c'est suffisant, et est-ce que ça dédouane en fait ça nous dédouane de réfléchir avec les citoyens, et aussi peut-être avec d'autres organisations. Ben, peut-être réfléchir avec les agriculteurs, impliquer en fait, créer un dialogue entre le monde de la production et les citoyens, les nutritionnistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, dans la préparation du citoyen, ben, l'aider à se poser des questions sur ses besoins, et ainsi de suite, en fait. Les inégalités que ça suppose, hein, le fait d'abord les inégalités face à la préparation dans l'éventualité d'une situation exceptionnelle, d'une catastrophe, et puis les inégalités face à la capacité de stocker en fait, hein, des denrées alimentaires, y compris d'ailleurs de l'eau, et ce n'est pas négligeable. Moi, cet épisode justement du Covid m'a aussi marqué, notamment parce que bah, les agriculteurs se sont retrouvés sans leurs saisonniers habituels. Ils se sont retrouvés pour beaucoup tout seuls, avec des cultures qui sont restées sur pied, qui ont parfois pourri. Et donc, voilà, ils se sont retrouvés dans une situation en fait de solitude. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment on fait justement pour mettre en lien
ce monde agricole avec les citoyens qui sont peut-être dans des villes, qui sont dans le périurbain et qui n'ont pas forcément conscience des temporalités. Euh, une, une courgette, une carotte, des choux, des fruits. En fait, on les consomme de manière saisonnière, mais combien de temps il faut pour produire cette alimentation, par exemple? Combien de personnes il faut pour garantir que on peut à la fois produire, mais aussi ramasser ces denrées? Ben, quelque part, en fait, est-ce que aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un moment où on devrait collectivement se poser la question? Est-ce que si demain on veut avoir, alors comme il y a le concept de robustesse est très en vue en ce moment, mais si on voulait en fait créer une sorte de robustesse autour de l'alimentation et de la résilience alimentaire, est-ce que un des chaînons qu'il faudrait aussi envisager, c'est celui de la relation entre les agriculteurs et le monde, on va dire les citoyens et les territoires urbains, pour que on puisse en fait à un moment donné les soutenir et dire bah oui en fait cette production c'est aussi notre alimentation et ça va pas être magique. Hein, je veux des denrées alimentaires, ça ne va pas pousser en 2 secondes, il faut du temps. Et ça, c'est aussi quelque chose euh, qu'il faudrait mettre dans l'éducation et la sensibilisation des populations, c'est les temporalités de production. Une dernière chose aussi, hein, qui me semble très importante, c'est celle de l'apprentissage à l'école. Alors, il y a énormément d'initiatives aujourd'hui hein, dans les cantines scolaires pour que les enfants en fait découvrent aussi la diversité, la variété des légumes, une façon de les cuisiner, etc. Mais en fait, savoir cuisiner, c'est aussi savoir se préparer à l'imprévu. C'est savoir quoi faire en fait avec des denrées alimentaires. C'est comprendre en fait comment est-ce qu'on peut accommoder ce qu'on a avec soi pour tenir, pour gérer un stock, etc. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est un ensemble qui nous permet en fait de réduire nos angles morts sur la question de l'alimentation qui, au moment où on se parle, dans notre pays en tout cas, est plutôt en abondance, à des prix qui vont du pas assez cher jusqu'au trop cher et du très peu qualitatif au très qualitatif. Donc, c'est-à-dire que tout ça mis bout à bout, et ben, en fait, il y a pas mal de choses à faire pour sensibiliser les citoyens pas seulement à l'unique question du stockage ponctuel, mais à envisager cette question de manière très large, euh, y compris dans leur vie de tous les jours. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Effectivement, la question de la disponibilité, c'est quelque chose qu'on a évoqué avec le maire du Breil, qui nous disait justement que lui, en tant que première grande catastrophe en France métropolitaine, il avait eu énormément de dons et il y avait eu une énorme mobilisation. Et il nous disait en fait on en avait presque eu trop et c'était cette gestion du trop qui était presque devenue prioritaire. Et il avait fini par conclure en nous disant, bah, justement, dans une perspective de multiplication de ces catastrophes, de rareté des ressources, comment on fait pour préparer l'avenir si demain, quand il y a une catastrophe comme celle-ci, en fait, on n'a pas la même mobilisation. Et ça, c'est C'est intéressant ça. de mettre en lumière et en regard de ce que tu nous as dit là. On avait peut-être une dernière question pour toi, qui est peut-être plus personnelle. Tu nous le disais au démarrage, l'alimentation, les risques de rupture, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est un nouveau sujet. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, dans ton travail, mais aussi dans ta vie, finalement, d'avoir ce regard-là sur ces risques de rupture alimentaire? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Euh, Quand j'ai commencé à travailler sur la préparation des populations au risque majeur en 2004, 2004 en fait marque un tournant aussi pour la vision qu'on a en France de la préparation des populations, puisque il y a une loi en 2004, une modernisation de la loi de sécurité civile, qui en fait met le citoyen au cœur du système de sécurité civile en lui conférant aussi un rôle
évidemment, son rôle en fait est plutôt au niveau individuel on va dire local, hein. On lui demande en fait de se préparer à des situations exceptionnelles, de jouer un rôle en cas de catastrophe et d'accident en donnant l'alerte, mais aussi en prenant en compte une alerte et en adoptant en fait des gestes qui vont permettre de réduire les conséquences d'une catastrophe. Et donc, à ce moment-là, moi, je me disais toujours, ben oui, je vis dans un pays dans lequel, en fait, quand j'ouvre le robinet, eh ben, il y a de l'eau. Et s'il n'y avait pas de l'eau, c'est quelque chose qui me surprendrait, qui me choquerait, ce serait quelque chose de vraiment exceptionnel. Quand je touche l'interrupteur, voilà, l'électricité est là, etc. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui font que, eh bien, les services sont disponibles. Et puis, je me disais, ben, il y a des mondes dans lesquels eh bien, il n'y a pas d'électricité tout court ou l'électricité est fluctuante. On en a 2 heures par jour, on en a 3 heures par jour. Donc, comment on fait pour stocker des aliments ou pour avoir, je ne sais pas moi, d'autres types de services. L'eau, non seulement sa qualité, mais sa disponibilité, on a de l'eau 1, 2, 3 heures par jour, à des moments parfois prévus, parfois totalement imprévus. Et l'alimentation, c'est pareil. Ça veut dire que, en fait, quand vous voulez vous approvisionner, eh bien, vous ne savez pas s'il y aura, peut-être moins aujourd'hui à notre époque, mais par le passé, il y a des mondes dans lesquels, eh bien, l'approvisionnement était très fluctuante. Vous aviez de la viande de temps en temps, et puis il fallait savoir qui y en avait, etc. Donc, le monde a beaucoup changé. On est d'une certaine manière, sans le savoir, extrêmement privilégié aujourd'hui d'avoir justement accès à autant de choses très différentes qui peuvent venir de très loin, avec je veux dire une diversité en tout cas d'offres. Et à la fois, j'ai toujours cette crainte, si j'ose dire, que nous aussi, un jour, on soit réellement concernés par ça, ne serait-ce que dans les zones dans lesquelles aujourd'hui en France, il y a des sécheresses qui durent, ben, on est obligé de se poser la question de l'utilisation de l'eau. Et ça, c'est pour moi un signal faible de se dire, mais il va falloir peut-être apprendre à vivre différemment, à consommer différemment. Et puis, le principe de réalité s'impose à nous, ou doucement, ou de manière, on va dire, brutale. Ça veut dire que ben, les prix augmentent, donc on change notre façon de consommer. Si je prends juste un exemple, hein, bon, des abricots secs. Et ben, à un moment donné, ils étaient à 7 euros, ils sont passés à 23 euros. Et ben, ceux qui n'ont pas l'argent, ils vont consommer différemment, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui me disent que collectivement, malgré bon gré, on va peut-être devoir apprendre dans les années qui viennent à consommer autrement et à réfléchir autrement le stockage. Mais aussi, par exemple, en préparant cet entretien, je me disais, euh, qui sait faire des conserves et qui fait encore des conserves en dehors, je veux dire, des zones peut-être rurales ou voilà, ou des gens qui s'intéressent vraiment à ces questions-là et qui le font peut-être par plaisir ou par nécessité. Mais je veux dire que si demain on nous disait, bah voilà, en fait, euh, on va vivre qu'avec la production saisonnière et on va devoir finalement apprendre à faire des conserves pour consommer ça plus tard. Combien d'entre nous sauraient faire ça, par exemple? Alors, je ne suis pas spécialement catastrophiste je ne suis pas non plus collapsologue. Je crois que on a des capacités à faire face. La chose que je trouve la plus intéressante, c'est vraiment de mettre autour de la table, en fait, tout le monde, y compris, par exemple, je pense à des associations qui sont en lien avec des personnes extrêmement vulnérables sur le plan économique. Je pense à ATD Carmonde, par exemple, la présidente d'ATD Carmonde qui expliquait que, en fait, les personnes les plus fragiles économiquement ne font pas forcément leurs courses à côté de chez elles. Parfois, elles se déplacent très loin
pour aller chercher en fait des structures avec des prix plus abordables. Bah, ces personnes-là, par exemple, pendant le Covid, quand elles n'avaient pas la possibilité de se déplacer, comment elles faisaient pour en fait bah, avoir accès à l'alimentation. Donc, pour moi, ce serait extrêmement intéressant qu'on puisse un jour faire une rencontre, pourquoi pas une rencontre au niveau national, entre toutes ces organisations, la sécurité civile, pourquoi pas les producteurs, hein, les agriculteurs, des agences, des collectifs comme Atlas, qui pourraient venir, des gens comme Stéphane Linou ou d'autres hein, qui ont été précurseurs de ces sujets qui pourraient venir et on pourrait se mettre autour de la table et dire, mais en fait, oui, nous, on a donné des conseils, bien sûr, sur le stockage à la population, mais comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin ensemble et traiter cette question de l'alimentation et du stockage et de la préparation aux risques majeurs ou à des situations exceptionnelles ensemble. Mais je terminerai, en tout cas, sur cette question de la préparation. On a parlé comment dire, de l'outil qui a été donné qui a été construit avec la FPCNT, l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. On pourrait aussi parler en fait d'un outil qui a été mis en ligne au mois de novembre par le SGDSN, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui en fait préconise un document qui s'appelle Tous responsables et qui préconise la préparation, dans la préparation en tout cas des citoyens, le stockage. Donc on voit bien que l'État, le premier, hein, bien sûr, est très, comment dire, non seulement concerné, mais proactif pour en fait encourager les citoyens à réfléchir à ce stockage. Dans d'autres pays européens, ça se fait. Et donc, il me semble en fait qu'on est arrivé à un moment on va dire un peu un tournant où à la fois le ministère de l'Agriculture parle de résilience alimentaire, voilà, où sur les territoires, il y a les plans, les projets alimentaires territoriaux, où il y a, en fait, c'est dire que c'est la rencontre entre des politiques publiques qui commencent à raisonner en termes de résilience alimentaire, de la sécurité civile qui, et ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quand même une vingtaine d'années déjà, voire plus, où on parle de donner des conseils sur le stockage dans le cadre de la préparation aux risques majeurs, mais effectivement, c'est un stockage de très courte durée. Et puis aujourd'hui, avec des projets comme Atlas ou des personnalités comme Stéphane et d'autres, qui en fait nous amènent à réfléchir sur est-ce qu'il faut intégrer la question de cette résilience alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde, auquel cas, bah, effectivement, le maire de Breuil, bah, lui-même, quand il fait ses plans communaux de sauvegarde demain, eh bien, il va justement intégrer dedans peut-être toute cette partie logistique de laquelle il parlait, toute cette partie organisationnelle. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on est à un moment où il me semble qu'on est collectivement prêt à aborder cette question et à l'aborder dans une forme de continuum en fait hein, entre de la production en fait jusqu'à l'approvisionnement et comment on intègre la société civile dans ces discussions. Je rappelle que il existe en fait un dispositif qui s'appelle RADI, qui en fait permet justement à toutes les collectivités qui le souhaitent de travailler avec leurs parties prenantes sur le territoire et leurs citoyens, justement sur le lien entre risques naturels ou technologiques, approvisionnement et stockage et préparation pour en fait se nourrir et aussi être solidaire. Merci beaucoup, Ripsimé. Je peux faire la conclusion de cet épisode. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est tout le lien que tu arrives à faire entre
préparation de crise et résilience à une échelle territoriale, d'un point de vue alimentaire. Donc, la conclusion, moi, que j'en sors, c'est qu'on voit que le fait de se préparer à des crises, de travailler sur la préparation à des catastrophes, ne veut pas forcément dire de mettre de côté tous les enjeux écologiques, agricoles, de société. Par exemple, tu nous parlais de la précarité alimentaire. Bien au contraire, en fait, se préparer à des catastrophes, c'est aussi avoir une vision sur le long terme de ce à quoi pourraient ressembler nos systèmes alimentaires territoriaux. Et c'est un clivage qu'on peut pourtant souvent entendre. Comment est-ce qu'on peut se préparer à des crises sur du court terme versus se préparer sur du très long terme? Et là, je trouve qu'avec ton témoignage, on voit bien toutes les passerelles et tous les enjeux qu'il peut y avoir à travers les questions de préparation et toutes les questions qui vont se poser autour pour avoir des systèmes plus résilients à différentes échelles et sur différentes temporalités. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Ripsimé, et pour toutes les informations à la fois opérationnelles et on va dire, plus stratégiques que tu as pu nous apporter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.